Bonsoir, comment ça va? Bonsoir Rémi Reverchon, ça va plutôt pas mal et vous? Bonsoir à tous, merci à vous qui nous rejoignez pour le best-of de la semaine. Ensemble, nous allons passer en revue l'actualité qui a rythmé ces 7 derniers jours avec les meilleurs extraits des invités que nous avons reçus dans nos différents JT. Il aura été question de patrimoine avec les travaux de restauration au sein du Palais Princier, mais aussi de la reconquête de la Lune ou encore des dernières tendances financières. L'occasion aussi de dresser le bilan de la saison estivale avec les restaurateurs monégasques ou d'aborder l'avenir du Liban qui est touché par une crise sans précédent. Le basket et l'élimination de l'équipe de France à la Coupe du Monde aura aussi été à l'ordre du jour. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est signé par Sébastien Mésadri. C'est la particularité de ce que nous vivons actuellement, c'est que nous sommes en train de conserver et de restaurer un certain nombre de plafonds et de peintures à fresques qui ont été découvertes au cours de ces 10 dernières années. Nous sortons un peu du cadre habituel de l'entretien du palais pour mettre en avant ce patrimoine historique remarquable. On ne pouvait pas imaginer que nous allions mettre le doigt dans un tel engrenage. Depuis quelques années, presque 10 ans maintenant, nous avons découvert une succession de salles, de pièces, de plafonds qui cachaient des véritables trésors. Donc notre travail a été de les mettre en avant et de les conserver, de les restaurer. C'est un travail extrêmement minutieux, complexe, puisque à chaque coup de scalpel, on risque de faire tomber un bout de fresque existante. D'autant plus que nous avons décidé ici sur ce chantier-là d'utiliser des méthodes non agressives et en particulier éco-responsables. Sur ce que nous avons découvert, il y a encore plusieurs mois de travail, ça c'est clair. Nous sommes en train de terminer la salle du trône qui va être libérée de son échafaudage progressivement. Nous avons terminé à peu près 85% de la salle du trône. Mais il reste d'autres salles encore, comme on a environ à peu près 2 pièces encore sur lesquelles on a à peu près 2-3 ans de travail encore à réaliser. Nous avons par exemple développé une recette particulière d'aquarelle. C'est un produit qui nous sert à faire de la réintégration picturale, à reprendre les motifs. Et nous avons développé une recette originale avec des études à la clé de bonne tenue, de longévité, etc., mais qui est éco-responsable avec des pigments qui sont sourcés, etc. Donc ça, c'est un élément, par exemple, qui mérite d'être publié, puisque ça peut profiter à d'autres conservateurs-restaurateurs d'avoir accès à une aquarelle qui pourrait être stable et qui correspondrait à une palette Renaissance. Le monde de la finance en principauté se porte bien. En tant que vice-président de l'association monégasque des activités financières, j'ai pu constater en fin d'année 2022 des résultats très encourageants de l'ensemble des institutions financières en principauté, avec une tendance à la croissance des résultats assez forte. Cette tendance semblerait se confirmer sur l'année 2023, ce qui est très positif pour l'industrie bancaire et l'industrie des sociétés de gestion en principauté. Quant au marché, d'un point de vue macroéconomique, nous entrons désormais dans une période très différente de la période de laquelle nous sortons. Et depuis la fin de 2022, nous avons vu, en réponse à des problématiques d'inflation très fortes et très soudaines, nous avons vu des banques centrales européennes, américaines et d'autres pays resserrer leur politique monétaire en augmentant très rapidement les taux. Fondamentalement, c'est de l'exploration, hein. C'est comme à l'échelle d'un individu vouloir aller explorer derrière la colline, hein. Juste parce qu'elle se trouve là, on veut y aller. À l'échelle d'une espèce, l'espèce humaine, on pourrait dire la Lune se trouve là, donc naturellement, il va y avoir quelques individus qui, voilà, au fil de notre histoire, voudront s'y rendre pour aller l'explorer et qui s'en donneront les moyens. C'est politique finalement, c'est idéologique, c'est un signal fort que vous envoyez à votre nation, au reste du monde, lorsque vous avez réussi cette prouesse technologique d'atterrir sur la Lune. Atterrir sur la Lune, même en 2023, c'est compliqué. Certains se cassent encore les dents sur cet objectif. L'Inde a réussi pour la première fois de son histoire. Elle a rejoint un petit club assez fermé, hein, de nations qui l'ont fait. Oui, ils sont 4. Les États-Unis, voilà, c'est ça, l'URSS, les États-Unis, pour la première fois en 1966, avec des engins automatisés. L'humain, c'est arrivé un petit peu plus tard, en 1969, côté américain.
la Chine en 2013 et maintenant l'Inde. Voilà, l'Inde peut dire nous avons réussi ce pari technologique, même si la mission est quand même assez modeste, il faut le dire, et à bas coût. Donc ça permet d'offrir des activités de loisirs, culturels, de bien-être, un lieu simplement pour se rencontrer, pour jouer, pour lire. Enfin, il y a énormément d'activités qui sont proposées dans cet espace avec une superficie qui est en même très confortable, et il était dommage de ne pas l'exploiter complètement. L'idée, c'est que ça concerne toutes les générations. Bien évidemment, il y aura certaines activités qui attireront plus un public qu'un autre. Je pense que c'est tout l'intérêt du concept de l'espace Lamartine, c'est de pouvoir se côtoyer et de ne pas qu'il n'y ait pas de clivage, parce que ça c'est regrettable, mais que tout le monde a un épanouissement à retirer de ça, de ce mélange de générations où les uns pourront apporter leur expérience, les autres leur enthousiasme, et c'est pas du tout incompatible. Alors le Grand Liban, comme vous venez de le dire, en 1920, le 1er septembre, la France, qui avait le mandat à gérer et à s'occuper du territoire du Liban, a dessiné les frontières actuelles de notre cher Liban et est passé du Mont Liban, qui était sous l'Empire ottoman, à devenir le Grand Liban avec ses frontières géographiques actuelles. Le pays actuellement, comme on le sait, il passe par un moment très délicat et très sensible. Il ne faut pas oublier qu'on a eu une grande explosion du port qui a causé un dévastement du pays et plusieurs centaines de morts et de destructions matérielles. Et on a une crise économique, politique, sociale. Monaco a toujours été à côté du Liban dans plusieurs épisodes. On a fait plusieurs voyages en principauté, des délégations libanaises qui sont venues promouvoir la culture libanaise, mais en même temps soutenir sa communauté qui est active et installée depuis plusieurs années en principauté. J'avoue que cette année-ci, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a une très belle équipe depuis le début, depuis qu'on a ouvert, et on n'a pas eu de mal. Je croise les doigts, excusez-moi, jusqu'à la fin de saison, une très belle équipe en cuisine. Des gens dévoués, avec plaisir à travailler, qui m'ont inventé pas mal de plats. On travaille des plats que des produits frais, avec une ardoise, donc il a fallu s'orienter dans ce sens-là. Et au niveau du service, les garçons qui soient ou du métier ou pas du tout, on a réussi à les former. Et les gars, encore une fois, je le précise, félicitations, et on leur remercie à chaque fois et un peu plus précisément en fin de mois. Une saison encore parfaite, très belle saison, on en est ravis. Autant au niveau de la clientèle locale, surtout, il y a beaucoup de nos locaux, amis, clients, sociétés qui répondent présents. Belle clientèle de tourisme. Après, chaque période change. Juillet, il y a une certaine forme de clientèle. Août, une autre forme de clientèle. La clientèle américaine est très joviale et très amicale. Il suffit qu'on les accueille comme il se doit. On les connaît depuis de longues années. En fait, on vient de les rencontrer. Et c'est une très belle clientèle, oui. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir une arrière-saison splendide, donc on a fait les week-ends de novembre. Donc je pense, et je l'espère, cette année, on va se diriger sur la même trajectoire. Donc on se donne rendez-vous jusqu'à fin novembre. Il y a une dimension très politique, mais le pape François nous a habitués à des interventions très politiques. Cette année, vraiment, si on le lit dès le bien, c'est un appel du pape pour que cessent les injustices contre tous ceux qui subissent ce qu'il appelle les injustices environnementales et climatique. Et il mentionne en particulier le consumérisme rapace, l'idée que on pourrait tout consommer tout le temps, etc. Les industries qui sont des prédatrices, certaines industries prédatrices, et puis il cite aussi la marchandisation de la création, et notamment il donne l'exemple comment est-ce qu'on peut arriver à faire payer l'eau des prix tellement chers que les plus pauvres n'y ont pas accès, ou parfois, on sait, dans certains conflits où l'eau est captée par un pays et laisse. Donc ça, le pape a une parole très très forte en demandant que cessent et que nous prions pour que cessent ces injustices environnementales et climatiques. Il faudra prendre le temps à froid d'analyser ce qui s'est passé. La compétition n'est pas terminée de toute façon. Il y a une question sur la composition de cette sélection avec un problème clair au poste de meneur de l'équipe de France. Il y a une question aussi sur la préparation de l'équipe de France qui a peut-être
pas été construit de la meilleure des façons. On s'en rend compte avec des adversaires un peu faibles, avec une logistique pas toujours évidente. Il y a la question aussi qu'on doit se poser, peut-être nous, les médias qui avons classé cette équipe de France comme favorite, du niveau réel de l'équipe. Est-ce qu'on l'a pas vu trop belle en fait? C'est facile dans ces cas-là, quand il y a un échec sportif, de faire sauter le premier fusible. C'est le coach en général, hein, c'est facile. Moi, je suis dans la team de ceux qui pensent que Vincent Collet est toujours l'homme de la situation. Je peux vous dire que ça tire la gueule. Vous pouvez l'imaginer, que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Là, ça fait 48 heures que ça blague un peu moins à l'entraînement, qui a, vous savez, tous ces petits rituels de jeu en fin d'entraînement où les mecs font des concours de tir du milieu de terrain, tout ça, comme par hasard, ça n'existe plus. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'ils doivent rester 5 jours de plus que prévu à Jakarta, tout le monde tire la gueule, personne n'a envie de jouer ces matchs-là. Oh, c'est pesant. C'était vraiment une grande émotion. Je pense que c'est la plus grande émotion sportive que depuis que j'ai commencé ma carrière d'athlète. C'était vraiment incroyable. Le stade était plein. Il y avait mes parents, il y avait toute l'équipe de France qui était là. C'était super. Ce record de France, c'était vraiment un objectif parce que c'était un record de France qui est mythique. Tout le monde en parle aujourd'hui. Là, ça fait 20 ans, presque jour pour jour. Ouais. On est vraiment super fiers d'avoir battu ce record de France et on est aussi super fiers de ramener cette médaille à l'équipe de France. Théo Andan, vice-champion du monde avec le relais français du 4x400. Le licencié de l'AS Monaco Athlétisme sera d'ailleurs à Monaco en début de semaine prochaine. Un reportage à retrouver dans nos éditions. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau JT. Et soyez au rendez-vous car nous vous présenterons notamment notre grille de rentrée avec des nouveautés et plus de contenu pour accompagner et faire rayonner ceux qui font Monaco au quotidien. On se quitte avec le flashback de Jordan Basset. Excellente soirée à tous et donc à demain.